Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Plus de 200 malades désormais en Italie atteints par le coronavirus. Aucun malade en ce moment en France. Tous ceux qui étaient soignés ont pu sortir de l'hôpital. Mais comment notre pays doit-il se protéger de cette épidémie qui est peut-être à venir ? Tout d'abord, toute crise sanitaire à ampleur internationale commande à la fois du sang-froid, de la transparence et puis de la rigueur. Moi, je crois que tout ce qu'a fait jusqu'à maintenant le gouvernement allait dans le bon sens, mais que le gouvernement serait aussi bien inspiré d'écouter les propositions, même quand elles émanent de l'opposition. Quand j'entends mon collègue Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, s'inquiéter des retards pris par les hôpitaux à Nice, par les retards des tests de dépistage qui ne seront disponibles, je crois qu'en début de semaine prochaine, alors que nous sommes à la frontière italienne, tout ça me semble légitime, et il nous semble légitime que puisse être organisé, par exemple, un plan d'urgence pour les départements frontaliers, entre autres avec l'Italie. Et pourquoi mettre de côté par principe, non pas la fermeture des frontières, mais des contrôles renforcés aux frontières, parce qu'on sait que tout ce qui permet de limiter les déplacements permet de limiter en partie la propagation du virus. La Chine, avec des moyens considérables, a mis en place le confinement et la quarantaine de millions et de millions de personnes sans que ça marche. Depuis ce matin, l'OMS annonce que grâce à l'ensemble des mesures mises en place par les autorités chinoises, pour la première fois, il y a une stabilisation de l'épidémie en Chine. Les Américains ont renforcé leur contrôle aux frontières. Nous ne disons pas que c'est la seule mesure. Bien sûr qu'il y en a plein d'autres. Le confinement, la prévention, les tests de dépistage. J'entendais ce matin les fédérations de parents d'élèves, je pense à la FCPE, qui demandaient par exemple le dépistage systématique des enfants qui ont pu faire des voyages récemment. Tout ça me semble aller dans le bon sens. Et je demande donc au gouvernement, dont je ne remets absolument pas en cause la volonté... Il n'y a pas de sujet de polémique là-dessus. Non, il faut surtout pas. Il faut du sang-froid. Mais nous demandons au gouvernement une transparence absolue, des mesures rigoureuses, et de savoir aussi écouter les oppositions quand elles font des propositions responsables. Renaud Telly. Juste très précisément, très concrètement pour bien comprendre, quand vous évoquez des contrôles renforcés aux frontières, vous avez dit pas de fermeture aux frontières, mais des contrôles renforcés, ça veut dire un dépistage systématique des personnes qui viennent d'Italie, par exemple ? Franchement, j'ai jamais aimé les hommes politiques qui prétendent tout savoir sur tous les sujets. Je ne suis pas un spécialiste des questions de santé. Je fais confiance au gouvernement et aux autorités sanitaires. D'un point de vue sanitaire, des contrôles renforcés, ça peut pas être des contrôles aléatoires, ça n'aurait pas de sens. Mais quand Éric Ciotti demande pour les Alpes-Maritimes, compte tenu de la pression de ce qui est en train de se dérouler en Italie, des contrôles aux frontières et donc qu'on aboutisse progressivement à des dépistages, par exemple, systématiques, ça me semble aller dans le bon sens. Donc, c'est pas parce que ça vient des Républicains que le gouvernement ne doit pas nous entendre. Nous sommes du côté du gouvernement, nous garantissons cette unité nationale et même européenne. J'entendais que les ministres de la Santé vont se réunir, je crois, cet après-midi, justement pour réfléchir à des mesures concrètes. Donc, essayons d'additionner toutes les mesures qui permettront non seulement de rassurer nos concitoyens, mais d'éviter la propagation du virus. Vous êtes élu d'un département, le Loir-et-Cher, qui compte sur son territoire de très nombreux sites touristiques, le château de Chambord, celui de Cheverny, le zoo de Beauval, vous voyez, j'ai bien révisé. On a appris hier, les chiffres de France Info montrent une baisse très nette du nombre de touristes arrivés en France depuis le début de l'année. La chute est de plus de 30%. Les Chinois, je parle des touristes chinois, les Chinois qui sont les premiers, dont la France est le premier pays de destination. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour ces sites touristiques? Est-ce que vous le ressentez déjà sur le terrain? Alors, pas encore en Loir-et-Cher, vous avez raison, c'est un département magnifique sur le plan touristique et patrimonial en particulier, et j'invite évidemment tous les Français, tous les Européens à continuer à venir visiter nos sites touristiques. Mais faut pas les fermer. Mais non, surtout pas. Pas de psychose. Mais il faut une addition de mesures concrètes. Regardons bien, d'abord écoutons et suivons les recommandations de l'OMS d'une part, et deuxièmement, ce qui a été annoncé ce matin est très important. L'ensemble des mesures décidées par les autorités chinoises permettent, semble-t-il, selon les premières analyses de l'OMS, de stabiliser le phénomène en Chine, qui hélas se développe dans d'autres pays du monde. Donc soyons raisonnables, soyons sérieux, soyons transparents et sachons mettre en place et en pratique des mesures rigoureuses. Le dépistage systématique ou la mise en quarantaine, ça n'est pas grave à partir du moment où c'est bien organisé, bien coordonné par le gouvernement français. La réforme des retraites, Guillaume Pelletier, est en débat à l'Assemblée nationale depuis maintenant plus de 10 jours. Et au bout de 10 jours, un seul des 65 articles a d'ores et déjà été adopté. À ce rythme, il faudrait compter encore au moins 2 mois de débat. Comment sortir de ce blocage, selon vous? C'est vrai que je suis assez
Affligé, j'étais en Loir-et-Cher dans ma circonscription là encore tout au long de ces derniers jours. De voir le spectacle. Non, j'y serai cet après-midi. Vous savez, on se relaie, on s'organise. Un député, c'est à la fois le législateur à l'Assemblée nationale et c'est le député d'un territoire qui est auprès de ses concitoyens. Hier, par exemple, j'étais au salon de l'agriculture avec les agriculteurs de Loir-et-Cher. Il y a la question des retraites qui est une question centrale et puis il y a toutes les autres questions. Parce que j'assume parfaitement d'être ce député équilibré. Mais à l'Assemblée nationale, le spectacle offert par le Parlement à nos compatriotes relève aujourd'hui du grand guignol, avec des scènes de blocage qui proviennent de quoi? Du mensonge initial, j'y reviendrai, du gouvernement, qui présente aux parlementaires élus du peuple un texte, 320 milliards d'euros, 14% du PIB, la question des retraites, sans le début du commencement d'une réponse sur une question essentielle, qu'est le financement. Et en face, un blocage obtus et caricatural des extrêmes. Nous, avec les Républicains et Christian Jacob, nous proposons une troisième voie, une sortie par le haut. C'est ce que réclame depuis de longues semaines le président de notre parti, Christian Jacob, c'est de dire au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, retirez votre réforme. Elle est incompréhensible. Personne n'y comprend rien. Il n'y a pas donc de financement. Elle est ressentie à juste titre. Retirer votre réforme, c'est pas une sortie par le haut pour le gouvernement. Demandez au gouvernement de sortir, de retirer sa réforme. Quel est l'objectif du gouvernement? Ou alors il faudrait qu'il nous explique. Le gouvernement veut aboutir à une réforme des retraites, oui ou non? Eh bien, si le gouvernement veut apaiser les tensions françaises, respecter le Parlement, le gouvernement doit retirer sa réforme, attendre la conférence de financement et ses résultats, puisqu'elle est présentée comme centrale et essentielle, et à l'issue de cette conférence de financement, présenter un nouveau texte aux parlementaires. Nous, en tout cas, comme opposition responsable, nous ne pouvons pas nous prononcer sur un texte dont on ne connaît ni les tenants et les aboutissants. Nous avons, nous, avec les Républicains, un contre-projet. Aujourd'hui, ce qui bloque à l'Assemblée nationale, Guillaume Pelletier, c'est pas le financement. La plupart des amendements, des milliers d'amendements qui sont déposés ne portent pas sur le financement, mais sur le principe même de cette réforme. Donc le blocage ne serait pas levé par votre proposition. Ah si, je pense qu'il y aurait d'un côté... C'est la réforme systémique qui est contestée. Enfin on avait une réforme juste, c'est-à-dire qui dit la vérité aux Français. Puisque nous vivons plus longtemps, nous devons travailler un peu plus longtemps, premièrement. Et grâce à cet effort partagé par tous, nous pourrons enfin garantir l'autonomie des caisses, des professions libérales et des avocats. Garantir pour maintenant les 1 000 € de retraite minimum pour les Français les plus modestes et les plus vulnérables. Je pense entre autres aux retraités agricoles, dont on vient d'apprendre le mensonge d'État d'Emmanuel Macron ce week-end. Il avait promis les retraites agricoles à 1 000 € minimum pour tous. Dès maintenant, on a appris dans le texte que c'était pas avant 2022 et encore il fallait pouvoir justifier 42 années de statut de chef d'exploitation, ce qui est extrêmement rare. Ça a toujours été prévu. Les 43 années de cotisation, c'est depuis le début de la réforme pour une carrière complète. J'ai entendu à votre antenne nombre de parlementaires En Marche tout au long de ces derniers mois. On avait dit la retraite à 1 000 €, c'est pour une carrière complète. Nous allons être les premiers. Oui, il disait pour ceux d'aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Tous les retraités actuels, personne n'aura droit à une retraite à 1 000 €. Donc nous demandons le retrait du texte, la fin de la conférence du financement, et nous avons un contre-projet pour réformer les retraites de manière équilibrée, juste et pérenne, travailler un peu plus longtemps, et en face, soutenir les mères de famille, garantir la pénibilité, et garantir pour tous la retraite minimale à 1 000 €. Que fera la droite si le gouvernement dévoile demain et dégaine demain l'article 49.3 de la Constitution? On vous pose la question dans un instant, Guillaume Pelletier. Face à la situation, Guillaume Pelletier, que vous décrivez il y a quelques instants, de blocage depuis près de 10 jours à l'Assemblée nationale, le gouvernement pourrait recourir au 49.3 qui lui permet de se passer d'un vote de l'Assemblée nationale pour faire adopter l'ensemble de la réforme. Ce serait grave ou pas? Je pense que sur une question aussi importante, oui, la droite a réformé les retraites en 1993, 2003 et 2010 et n'a jamais utilisé sur cette question ô combien importante le 49.3. Vous l'avez utilisé sur bien d'autres questions. Sur d'autres, depuis le début de la 5e République. En 93, c'était même des ordonnances. C'est une autre question. La question des retraites. Non mais, je veux bien qu'on dise c'était pas mieux avant. La droite sur la question des retraites a été courageuse. La droite en 2010, Nicolas Sarkozy a fait passer l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, garantissant la pérennité du système pour les 10 années qui ont suivi, avec quelques manifestations certes, quelques blocages ici ou là, mais à la fin, une réforme qui a été entérinée par le Parlement et acceptée par les Français. C'est donc possible. Le 49.3, c'est un coup de force qui n'est pas la solution sur un sujet
aussi important, aussi fondamental, d'autant plus que, je le répète, nous n'avons aucun élément et aucune information sur le financement de cette immense réforme qui concerne tous les Français. Quelle sera la position, Guillaume Pelletier, de votre parti sur la motion de censure que ne manqueraient pas de déposer notamment les Insoumis? Est-ce que la droite pourrait s'associer à la gauche aujourd'hui pour demander le départ du gouvernement d'Édouard Philippe? Nous avons une position radicalement opposée à celle de la gauche et des Insoumis, puisque il n'y aura pas de front commun. Eux ne veulent pas de réforme des retraites. Nous voulons une réforme des retraites, mais nous en voulons une juste et pérenne. Donc vous ne voterez pas la censure? Mais nous sommes le premier groupe d'opposition, nous sommes tout à fait en mesure de déposer nous-mêmes une motion de censure au nom des arguments qui sont les nôtres, c'est-à-dire non à votre coup de force, non à votre réforme injuste, écoutez la proposition de la seule opposition républicaine qui vous présente un contre-projet viable et pérenne, qui est celui des Républicains. Donc vous déposerez une motion de censure? Pourquoi pas? C'est pas encore la décision n'est pas prise. Mais c'est une décision que nous prendrons collectivement avec Christian Jacob, avec Damien Abad, mais c'est extrêmement probable puisque si le gouvernement choisissait de bâillonner le Parlement, il est légitime que les élus du peuple défendent un autre point de vue qui est celui d'un autre projet, d'un contre-projet alternatif à celui très injuste d'Emmanuel Macron. Guillaume Pelletier, après un faux départ hier, le procès de François Fillon et de son épouse Pénélope pour détournement de fonds publics devrait débuter même demain. Qu'est-ce que vous attendez de lui, de l'homme qui a porté vos couleurs à la dernière élection présidentielle lors de cette audience? Pour nous, rien, c'est à lui de défendre ses arguments et son honneur. Et j'ai toujours pris l'habitude, alors c'est peut-être l'une de mes marques de fabrique dans ce débat public, moi je me suis jamais considéré comme journaliste ou juge. Je suis un homme politique qui essaye de parler des sujets de fond et d'apporter des réponses concrètes aux souffrances de nos compatriotes. Donc c'est un sujet qui, je le dis avec force, compte tenu de l'instruction judiciaire et du procès qui commence, ne me regarde pas. C'est à la justice de se prononcer, à François Fillon de défendre son honneur. On se souvient, Guillaume Pelletier, que cette affaire elle a éclaté dans un contexte particulier, en l'occurrence la dernière campagne présidentielle. Voici d'ailleurs précisément ce que disait ici même à votre place hier le député La France Insoumise du Nord, Ugo Bernalicis. Vous remarquerez avec moi que dans ce genre d'affaires, le calendrier du moment où l'affaire sort est toujours un élément assez surprenant. Je ne sais pas s'il y a un complot. Je m'interroge sur ceux qui sortent les infos et quand ils les sortent, je ne m'interroge pas sur le traitement de la justice. Est-ce que vous avez ces réponses, Guillaume Pelletier? Non, je pense que... Est-ce que vous interrogez vous aussi? Non mais nous, les Français, s'interrogent et s'inquiètent systématiquement, et ça concerne l'ensemble des responsables publics ou du temps de la justice. De deux manières. Pourquoi tant d'affaires sortent au moment des campagnes électorales, d'une part, et pourquoi il y a un temps si long entre le moment où sont dévoilés ces sujets et ils sont jugés. Oui, c'est une question que collectivement nous devons nous poser. Moi, j'espère profondément que la justice dans notre pays est indépendante. Et ça concerne l'ensemble des forces politiques, parfois de sérieux doutes sur l'indépendance de notre système judiciaire vis-à-vis du pouvoir politique. Vous interrogez, vous dites Guillaume Pelletier, sur la raison pour laquelle tant d'affaires sortent pendant la campagne électorale. Ce que vous venez de dire, ça signifie que vous souhaiteriez une trêve, qu'il n'y ait pas d'affaires, qu'il n'y ait pas d'affaires qui concernent des candidats en campagne pendant plusieurs mois avant un scrutin? Je pense que l'esprit de la Ve République, la violence nouvelle des réseaux sociaux et donc la propagation très rapide de toute information commande pour des élus du peuple en campagne présidentielle, la mère de toutes les batailles dans notre système institutionnel, une forme de distance. Est-ce que la séparation des pouvoirs permet à la justice de s'immiscer dans le choix du peuple? C'est une question que collectivement et de manière très apaisée nous devrions nous poser. Au risque d'élire un candidat donc qui serait éventuellement coupable et qui ne pourrait pas être condamné ensuite en vertu de l'immunité présidentielle. Ou au risque d'écarter un candidat qui serait innocent, dont le programme serait apprécié par les Français et qui ne pourrait donc pas se présenter dignement devant nos compatriotes. Donc je pense qu'il faut du recul. Je crois profondément à la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'est jamais sain quand l'un de ces pouvoirs s'immisce dans la souveraineté et l'autonomie d'un autre. Guillaume Pelletier, est-ce que le fillonisme politique, celui qui prévoyait de supprimer 500 000 fonctionnaires, de dérembourser certains médicaments, on se souvient de la polémique pendant la campagne sur les petits rhumes et les gros rhumes, il faut continuer à les rembourser, les petits un peu moins. Est-ce que cette politique-là, libérale, on va la qualifier comme ça, elle est morte et enterrée aujourd'hui à droite? Ce qui est certain, c'est qu'avec Christian Jacob, avec Aurélien Pradier, avec toute la nouvelle équipe dirigeante, notre filiation, elle est gaulliste, chiracienne, sarkozyste. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que notre objectif très profond, nos convictions très enracinées, c'est de faire émerger enfin, comme alternative à Emmanuel Macron et comme alternative à Madame Le Pen, une droite populaire, une droite qui défende la valeur du travail, qui retrouve un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance, une droite qui refait de la laïcité une valeur centrale, une droite qui réconcilie tous les territoires, la droite au fond de l'égalité des chances et de l'ascenseur social. J'ai juste vous raconter, moi, pourquoi je suis de droite. Je suis de droite parce que je considère que c'est le parti qui permet à quelqu'un venu de tout en bas, à la force de son travail, de son talent, de son énergie, de son implication dans le domaine associatif, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine politique, un jour de devenir quelqu'un. C'est le parti de l'ascenseur social. C'est le seul parti qui permet ça. Aujourd'hui, oui. Je pense qu'entre le macronisme qui ne parle qu'à ceux qui vont très bien et les extrêmes qui ne parlent qu'à ceux qui vont très mal, il y a au milieu 70% des Français, les classes moyennes, les milieux de cordée qui sont politiquement orphelins et c'est à eux que nous nous adressons et nous sommes aujourd'hui le grand mouvement populaire porte-parole de cette France oubliée. Vous avez proposé il y a quelques mois une augmentation massive du SMIC, des salaires, des salaires et du SMIC de l'ordre de 20%. C'est votre proposition dans votre coin ou ce sera celle du prochain candidat de la droite à l'élection présidentielle, quitte à fâcher sans doute une partie aussi de votre électorat et peut-être une partie du patronat? Alors il y a deux choses. Ouais. D'abord, pour être très précis sur ma proposition, moi, oui, je maintiens mon idée qui est dans mon livre, un milieu de cordée, d'augmenter les salaires de 10 à 20%, tous les salaires, en échange d'une baisse drastique des cotisations patronale et salariale. Donc les entreprises ne pourraient qu'être favorables à ma proposition pour créer un électrochoc. La convention de LR sur le pouvoir d'achat. Donc ce sera la proposition de LR. Et donc je réponds précisément à la question de Marc Revel, vous avez tout à fait raison. Christian Jacob m'a demandé de coordonner la grande convention nationale sur les salaires, le travail et le pouvoir d'achat qui aura lieu au mois de juin prochain. Il y a plein de propositions qui vont être en débat. Je ne prétends pas que mes propositions, mes contributions vont devenir les propositions demain des Républicains, mais en tant que numéro 2 du parti, il est légitime que je fasse ce grand travail sur les idées. Il n'y a pas que celle-ci. Et nous en débattrons ensemble. Nous avons commencé déjà avec Christian Jacob à rencontrer les organisations patronales et salariales. Et nous ferons des propositions au mois de juin prochain sur la question des salaires. Et avant le mois de juin, il y a le mois de mars, les élections municipales qui approchent dans moins de 3 semaines maintenant. On va en parler dans un instant avec vous, Guillaume Pelletier, toujours avec le numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier. Et avant d'aborder la question des municipales, celle de la lutte contre le terrorisme, Renaud Dely. Et on sait que plusieurs dizaines de détenus qui ont purgé leur peine mais qui avaient été condamnés pour terrorisme vont être libérés dans les mois et les années qui viennent. Nicole Belloubet a confirmé hier le chiffre de 43 en 2020, une soixantaine, dit-elle, en 2021. Vous préconisez, Guillaume Pelletier, des mesures de rétention de sûreté après que ces détenus aient purgé leur peine pour les garder en fait. Mais jusqu'à quand est-ce que ce serait une rétention de sûreté à perpétuité que vous voulez leur infliger? D'abord, je trouve que la situation est extrêmement préoccupante et grave. 300 condamnés pour terrorisme qui vont être libérés d'ici 2022, selon les chiffres de la garde des Sceaux, c'est extrêmement inquiétant. Et quand elle nous dit que c'est pas grave parce qu'ils seront obligés tous les 3 mois de donner leur adresse dans un commissariat et qui seront suivis par nos services de renseignement, les Français ont de quoi s'inquiéter. Moi, j'accuse Emmanuel Macron de non-assistance à pays en danger sur un sujet combien important et sur lequel nous faisons preuve, le gouvernement fait preuve d'angélisme, voire d'amateurisme. Donc ils ont purgé leur peine, mais on les garde en rétention à perpétuité. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Même s'ils ont purgé leur peine. Oui, la sécurité des Français est plus importante que la liberté des apprentis terroristes. Nous demandons la rétention de sûreté, nous demandons d'abord l'expulsion des fichiers S étrangers et nous demandons, vous savez, le général de Gaulle avait créé en 1944 une peine d'indignité nationale. Il y avait en 61 et 63, par ordonnance, il y avait en 61 et 63 des tribunaux d'exception. Oui, nous pouvons créer un tribunal de sûreté nationale, un tribunal d'exception sur la question du terrorisme qui garantirait l'enfermement des terroristes à leur sortie de prison et tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Pas pour ceux qui vont être libérés dans les 2 et 3 ans qui viennent alors qu'ils ont déjà purgé leur peine. Vous pouvez pas leur appliquer un nouveau jugement dès lors qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont purgé leur peine. Mais vous savez, pour Monsieur Moreau, le dernier qui a été libéré, l'administration pénitentiaire reconnaît que sa situation et son comportement s'est aggravé en prison. Et il est libéré, il est libre à l'heure où nous parlons. Alors nous faisons quoi? Nous prenons le risque pour nos compatriotes? Moi, je considère que lorsqu'il y a présomption, bien sûr que ça ne doit pas être une décision arbitraire de Renaud Dely ou de Guillaume Pelletier. Il faut les rejuger à leur sortie. Oui, exactement. Il faut tous les rejuger à l'issue de leur peine. Il faut un tribunal judiciaire
qui pourrait d'ailleurs se réunir de manière régulière. C'est pas forcément une décision pour à nouveau 10 ou 20 ans, mais il est hors de question que des personnes dangereuses pour nos concitoyens soient aujourd'hui libres et n'aient comme seule contrainte que de devoir donner leur adresse tous les 3 mois à un commissariat. On marche sur la tête. J'appelle à une prise de conscience nationale sur la question du terrorisme. Regardons ce qui se passe ailleurs, regardons ce que viennent de mettre en place les Britanniques, par exemple, avec des peines planchées de 14 années minimum. Il y a plein de solutions, la rétention de sûreté, des tribunaux judiciaires d'exception. En tout cas, le principe qui doit être le nôtre, c'est que la sécurité des Français l'emporte largement sur la liberté des terroristes. Dans moins de 3 semaines, Guillaume Pelletier, les élections municipales, c'est quoi pour vous à droite aujourd'hui? C'est le début de la fin du bout du tunnel du purgatoire qui arrive? Faut toujours rester modeste. Nous sortons d'une dizaine d'années terribles, 2 défaites à l'élection présidentielle, un scrutin européen catastrophique. Et donc l'objectif que nous portons avec Christian Jacob, c'est d'abord de rassembler, d'apaiser notre parti. Je pense que vous avez vu de Nice à Paris, les liens avec Nicolas Sarkozy, le retour de François Baroin dans l'équipe dirigeante, que nous sommes en train de réussir ce rassemblement. Et nous voyons aussi que cela paye dans les sondages. Restons mesurés parce que les suffrages ne sont pas les sondages, mais c'est vrai que la dynamique, par exemple, qu'incarne Rachida Dati à Paris est incontestable. Elle a doublé son score en 4 mois de campagne. Et elle apparaît aujourd'hui en dessous de celui de NKM à la dernière élection de Nathalie. Non, mais oui, mais à l'époque, il n'y avait pas des listes en marche. Donc, Madame Hidalgo fait moins et la droite fait moins. Mais depuis, il y a 2 listes en marche. Ce qui est incontestable, c'est qu'aujourd'hui, la seule alternative crédible à la politique d'Anne Hidalgo, c'est Rachida Dati, c'est le projet de Rachida Dati, au nom et au service des Parisiens. Et c'est, vous pouvez vous-même le reconnaître, une nouveauté d'analyse incontestable par rapport à l'automne dernier. Au niveau national, vous voulez porter une alternative au gouvernement en place, vous l'avez expliqué. Oui. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs, les électeurs LR, au Havre, où il n'y a pas de liste, les Républicains opposés au Premier ministre Édouard Philippe? Nous disons que nous sommes cohérents puisque les Républicains ne soutiennent pas la liste d'Édouard Philippe. Mais il ne présente pas de liste contre Édouard Philippe. Oui, c'est un contexte particulier puisqu'Édouard Philippe ayant annoncé sa candidature quelques jours avant le dépôt des listes, et nous sommes lucides et honnêtes, comme c'est une fédération qui a été abîmée par les trahisons que vous évoquiez, en l'occurrence celle du Premier ministre, nous n'étions pas en mesure de présenter une liste alternative. Mais nous disons aux Français que dans la quasi-totalité des communes de notre pays, il y a des listes des Républicains. Nous sommes le premier parti de France dans les territoires, des conseillers municipaux dans la quasi-totalité des villes de France. Et donc ils ont l'opportunité, au nom d'un bouclier territorial, de voter pour une autre politique que celle du président de la République et une autre politique que celle des extrêmes. Au fond, nous sommes la seule réponse. Si vous ne voulez pas du duel Macron-Le Pen, il y a un bulletin de vote et ce bulletin de vote, c'est celui des Républicains. À part au Havre. Et à Tourcoing. Il y a quelques exceptions ici ou là. Oui, nous sommes en train de travailler. Vous savez, ça fait 4 mois que nous sommes là, donc il faut du temps. Merci à vous Guillaume Pelletier. Merci dans beaucoup. 2 minutes Merci. 9h sur France Info.